Nathan Cole gara sa voiture dans sa place de parking réservée comme un homme qui avait oublié. Comment fonctionnait un volant? Le nez de son Range Rover noir s'arrêta de travers sur la ligne blanche. La lumière du matin étincela sur le pare-brise, assez vive pour le faire tressaillir. Sa tête palpitait, sa bouche avait le goût de champagne éventé et d'erreurs coûteuses. Pendant un moment, il resta assis là, les deux mains sur le volant, les yeux à moitié fermés. Essayant de se ramener dans un corps capable de marcher dans un bureau et d'être appelé PDG sans queue. Personne ne rit. 4 nuits à l'hôtel Aurélia l'avait laissé creuser et fiévreux. 4 nuits avec Scarlett et, son assistante de direction. Dans la suite pentouse au-dessus de Midtown, avec les stores fermés. Les plateaux du service d'étage s'empilant dehors devant la porte. Et son téléphone éteint parce qu'il s'était dit qu'il méritait un week-end sans pression. Il avait appelé cela une urgence professionnelle. Il avait appelé cela une retraite de négociation. Il avait appelé cela n'importe quoi sauf ce que c'était. Maintenant, la vie lui revenait dans des détails durs et impitoyables. Pavé froid, tour de verre, navetteur se déplaçant rapidement avec des cafés à la main. Les lettres en bronze au-dessus de l'entrée de Colbridge Capital captant la pâle lumière hivernale. Nathan poussa la portière de la voiture et sortit. Ses genoux semblaient lâches. Il lissa sa chemise froissée. Boutonna sa veste et se dirigea vers le bâtiment qui l'avait rendu célèbre. Puis il s'arrêta. Les portes tournantes étaient verrouillées. À travers la vitre, de larges bandes de ruban jaune de signalisation formaient un X dur. Un avis juridique blanc avait été collé au panneau central. Ces lettres noires si nettes qu'elles semblaient coupées dans le verre. Gel des actifs ordonnés par le tribunal. Ne pas entrer. Nathan fixa les mots jusqu'à ce qu'ils cessent de ressembler à de l'anglais. Pendant quelques secondes, il crut sincèrement qu'il s'était approché du mauvais bâtiment. Colbridge Capital occupait 3 étages de cette tour. Il avait signé le bail lui-même. Il s'était tenu dans ce hall 6 ans plus tôt, souriant pour une photo sous le logo de l'entreprise. Disant aux journalistes qu'il était la preuve que l'Amérique récompensait encore la faim. L'intelligence et le courage. Mais il n'y avait pas de réceptionniste derrière le bureau, pas d'analystes passant des badges. Pas de jeunes associés se pressant avec des ordinateurs portables et des chèques protéinés. Le hall était sombre. Le garde de sécurité évitait son regard. Monsieur Cole, dit une voix sur sa gauche. Nathan se tourna lentement. Daniel Park, son chef du personnel, se tenait près du trottoir en tenant une boîte en carton. Sa cravate était lâche. Ses cheveux habituellement soignés semblaient comme s'il y avait passé les mains trop de fois. La boîte dans ses bras contenait une récompense encadrée, un gobelet en acier inoxydable. Une pile de cartes de visite et la petite plante de bureau que Nathan avait toujours ignorée. Daniel le regarda avec quelque chose que Nathan n'avait jamais vu chez un employé auparavant. De la pitié. Daniel. Nathan dit que sa propre voix sortit sèche et cassée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y a-t-il un avis du tribunal sur mes portes? Qui a autorisé ça? Daniel avala sa salive. Monsieur Cole. Dit-il prudemment. Je suis désolé. Désolé. Nathan aboya un rire qui semblait presque fou. Mon entreprise est scellée et tu es désolé. Où est Evelyne? Où est l'équipe juridique? Appelle Rebecca au téléphone. Appelle la banque au téléphone. Appelle quelqu'un au téléphone. Le visage de Daniel se tendit. Evelyne n'est pas ici. Alors appelle-la. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne peux pas? Daniel baissa les yeux sur la boîte, puis revint à Nathan. Madame Whitmore est décédée il y a 2 jours. Le froid frappa Nathan avant que le sens ne le fasse. Quoi? Margaret Whitmore? Daniel dit, la voix plus basse maintenant. Votre belle-mère. La mère d'Evelyne. Elle est morte à Lenox Hill samedi après-midi. Evelyne a géré l'hôpital, les arrangements funéraires, tout seul. Les lèvres de Nathan s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit.
Daniel se força à continuer. Après cela, Whitmore Global a retiré l'intégralité de sa position de Coldbridge Capital. Le retrait a déclenché la clause de rachat et les covenants bancaires. Les prêteurs ont gelé les comptes. Les créanciers ont déposé des motions d'urgence. Le tribunal a nommé un administrateur judiciaire hier. Le bâtiment a été scellé ce matin. Nathan pouvait entendre la circulation bouger derrière lui. Un klaxon, un bus freinant, une femme riant dans un téléphone quelque part sur le trottoir. Des sons normaux d'une ville normale. Continuant comme si le sol n'avait pas simplement disparu sous ses pieds. Non, dit-il. C'était un petit mot. Ridicule. Inutile. Dit Daniel. Rien. Non. Répéta Nathan plus fort. Ce n'est pas possible. Evelyne m'aurait appelé. Margaret l'aurait fait. Il s'arrêta parce que le souvenir surgit aussitôt. Son téléphone éteint sur la table de nuit en marbre. La main manucurée de Scarlett le poussant plus loin. Ses lèvres effleurant son oreille pendant qu'elle murmurait « Laisse le monde attendre ». Le monde n'avait pas attendu. Où est Evelyne ? Demanda Nathan. Parti. Parti où ? À Zurich, je pense. Peut-être Londres. Personne ici ne le sait avec certitude. Elle est partie avec les cendres de Madame Whitmore. Nathan regarda de Daniel aux portes scellées, puis de nouveau. Son esprit essaya d'arranger les faits en quelque chose de moins impossible. Margaret morte, Evelyne partie, Coldbridge gelé, les banques se retirant. Administrateur judiciaire, son téléphone éteint. 4 nuits dans une suite d'hôtels avec Scarlett pendant que tout brûlait. Son estomac se souleva. Tu mens ? Dit-il. L'expression de Daniel se durcit enfin. J'aimerais que ce soit le cas. 3 mois plus tôt. Evelyne Whitmore avait porté un sac de déjeuner à travers l'étage exécutif de Coldbridge Capital. Sourit à des gens qui ne se donnaient plus la peine de sourire en retour. Le sac était bleu marine isolé. Du genre utilisé par les gens qui se souciaient assez de garder la nourriture chaude au lieu de commander quelque chose via une application. À l'intérieur se trouvaient 3 contenants en verre, du saumon poché au citron. Des légumes rôtis avec très peu d'huile. Et un petit pot de porridge de riz au gingembre parce que l'estomac de Nathan agissait de nouveau. Une boîte séparée contenait des sablés aux amandes pour Margaret. Qui avait presque plus d'appétit ces jours-ci. Mais acceptait encore les biscuits si Evelyne les cuisinait elle-même. Nathan était à son bureau quand Evelyne entra. Son bureau donnait sur Park Avenue, tout en acier, cuir et verre. 2 écrans étaient remplis de graphiques de marché. Un 3e affichait un deck non lu d'un fonds d'infrastructure renouvelable que Nathan avait promis à son conseil de clôturer d'ici la fin du trimestre. Il ne leva pas les yeux. Déjeuner, dit doucement Evelyne, en posant le sac sur le coin de son bureau. Et ton antiacide est dans le 2e tiroir à gauche. S'il te plaît, ne bois plus de café à jeun. Même. Ses doigts continuaient à bouger sur le clavier. Le cardiologue de maman a appelé ce matin. Ses chiffres étaient un peu instables. Je vais à Greenwich après ça pour rester avec elle. J'ai préparé les biscuits qu'elle aime. Bien, dit-il, sans la regarder encore. Dis-lui que je suis enterré dans le travail. Je l'appellerai plus tard. Evelyne attendit. L'ancien Nathan aurait remarqué cette pause. L'ancien Nathan aurait levé les yeux et demandé si elle allait bien. L'ancien Nathan. L'homme qui s'était autrefois tenu devant son petit appartement dans un costume emprunté et avait promis qu'il passerait le reste de sa vie à prouver qu'il la méritait. Aurait tendu la main vers la sienne. Ce Nathan fronça seulement les sourcils devant l'écran. Autre chose ? Demanda-t-il. Avant qu'Evelyne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit sans frapper.
Scarlett entra avec une tablette pressée contre sa poitrine et un gobelet en papier de café. Dans l'autre main. Son parfum arriva en premier, chaud et vif. Le genre de parfum qui remplissait une pièce et osait quiconque d'objecter. Elle portait un blazer crème qui lui allait trop parfaitement pour être accidentel. Un chemisier en soie et des talons qui cliquèrent une fois contre le sol avant de s'enfoncer dans le tapis. Désolé, Nathan, dit Scarlett, bien qu'elle ne sonnât pas désolée. Les révisions et verpoints sont arrivés, et j'ai pensé que tu les voudrais avant l'appel de 10 heures. Puis ses yeux se tournèrent vers Evelyn. Oh. Madame Cole. Je ne réalisais pas que vous étiez ici. Evelyn n'avait jamais pris publiquement le nom de famille de Nathan. Mais Scarlett l'appelait Madame Cole chaque fois qu'elle voulait rappeler à Evelyn le peu d'espace qu'elle occupait dans le monde de Nathan. Scarlett? Dit Evelyn. Scarlett se déplaça aux côtés de Nathan et plaça le café exactement où sa main l'atteindrait en premier. Pour faire de la place, elle glissa le sac de déjeuner d'Evelyn vers le bord du bureau. Nathan leva enfin les yeux. Il prit le café et but une gorgée. Parfait, dit-il. Tu t'en es souvenu. Scarlett sourit. 3 sucres. Pas de crème. Assez chaud pour survivre à tes réunions. Les doigts d'Evelyn se recourbèrent une fois contre sa paume. Tu as de la chance, dit Scarlett en se tournant vers elle. Toutes les épouses n'ont pas le temps d'apporter le déjeuner au milieu de la journée. Mais honnêtement, Nathan mange à peine maintenant. Lui et moi vivons pratiquement dans les salles de conférence. Nous commandons à l'intérieur, nous disputons avec les avocats, réparons les désastres. Tu sais comment c'est. Evelyn rencontra ses yeux. Le sourire de Scarlett ne bougea pas, mais quelque chose en lui s'aiguisa. La phrase semblait inoffensive. Elle ne l'était pas. Elle traçait une ligne au centre de la pièce. D'un côté se tenait Scarlett, la femme avec des badges d'accès, des contrats marqués en rouge. Des appels tard le soir et l'attention complète de Nathan. De l'autre se tenait Evelyn. Portant du saumon et des biscuits comme une femme au foyer qui avait erré au mauvais étage. Je sais comment c'est. Dit Evelyn. Pour la première fois, Scarlett vacilla. Nathan était déjà retourné à la tablette. Eve, je dois me concentrer. Nous parlerons ce soir. Il ne parlerait pas ce soir. Evelyn le savait avant qu'il le dise. Elle hocha la tête, prit le sac de déjeuner avant qu'il ne glisse du bureau et le replaça au centre où elle l'avait laissé. Puis elle sortit. La porte se ferma derrière elle sur le rire de Scarlett. Dans l'ascenseur, Evelyn regarda son reflet dans les portes en acier brossé. Elle portait un pull crème, un pantalon sombre, pas de bijoux au-delà de son alliance. Ses cheveux étaient épinglés lâchement à l'arrière de son cou. Il n'y avait rien chez elle qui suggérait des avions privés, des comptes suisses, des trusts de vote ou le genre de salle de conseil où des décisions de milliards de dollars étaient prises avant le petit déjeuner. Cela avait autrefois été le but. Margaret Whitmore, l'une des investisseurs les plus privés et impitoyables de sa génération, avait élevé sa seule fille pour comprendre 2 choses. Le pouvoir attirait les parasites, et l'amour qui dépendait de l'ignorance n'était pas de l'amour. Quand Evelyn était tombée amoureuse de Nathan Cole, un brillant boursier de l'Ohio avec plus d'ambition que d'argent, Margaret ne l'avait pas arrêté. Elle avait simplement observé. Elle avait donné à Nathan son premier capital sérieux via un véhicule d'investissement discret. Elle avait ouvert quelques portes, l'avait présenté à quelques personnes et avait permis à l'industrie de croire que Colbridge Capital était une jeune firme affamée soutenue par un investisseur indépendant excentrique nommé Margaret Whitmore. Nathan savait que Margaret avait de l'argent. Il savait qu'elle avait des connexions. Il ne savait pas qu'elle contrôlait Whitmore Global via un trust familial qui s'étendait sur l'immobilier, l'énergie, l'infrastructure, la logistique et le capital investissement sur 3 continents.
Il ne savait pas qu'Evelyn était la seule héritière. Evelyn l'avait caché parce qu'elle avait voulu une chose dans sa vie qui n'était pas achetée. Négocier ou hériter. Nathan avait voulu une épouse qui lui fasse un foyer. Qui garde sa vie douce pendant qu'il se battait pour la grandeur sur le marché. Elle l'avait aimé assez pour lui donner cela. 3 ans plus tard. Elle comprenait la différence entre donner à quelqu'un la paix et donner à quelqu'un la permission de devenir cruel. Dans le garage, elle s'assit dans sa modeste Volvo blanche et ne démarra pas le moteur. Au lieu de cela, elle ouvrit la boîte à gants et retira un vieux téléphone noir avec un étui rayé et aucun contact. Sous de vrais noms. Elle entra un long mot de passe. Un écran crypté apparut. Il n'y avait qu'un seul chat actif. Evelyn tapa. Trouve tout sur Scarlett et avant Colbridge. Toute connexion précédente avec Nathan. Dossier d'hôtel, chevauchement de voyage, anomalie de dépenses. Paiement d'entreprise extérieure. Les 3 derniers mois en premier. Une réponse arriva en quelques secondes. Compris. Evelyn éteignit le téléphone, le replaça où il devait être et se regarda dans le rétroviseur. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement une immobilité qu'elle reconnaissait de sa mère. Une semaine plus tard. Evelyn conduisit au domaine Whitmore à Greenwich avec des lys sur le siège passager et des biscuits. Refroidissant dans une boîte. La maison se trouvait derrière des grilles en fer et de vieux érables. Construite en pierre grise et adoucie par des décennies de lierre. Elle ressemblait moins à un manoir qu'à une clinique privée qui avait décidé de devenir belle. Une infirmière en cardiologie vivait sur le terrain. Un médecin venait 2 fois par semaine. Margaret détestait tout cela et le tolérait seulement parce qu'Evelyn le demandait. Elle trouva sa mère dans la véranda enveloppée dans une couverture en cachemire près des fenêtres. La lumière hivernale s'étendait fine et argentée sur ses cheveux blancs. « Te voilà », dit Margaret en ouvrant les yeux. « Me voilà. » Evelyn embrassa sa joue et plaça les lys dans un vase. « Comment te sens-tu ? » Comme une femme dont la fille pense que les biscuits peuvent remplacer des réponses honnêtes. Evelyn sourit malgré elle. Si mauvais que ça ? Pire. Assieds-toi. Evelyn s'assit sur le tabouret près de sa chaise et prit sa main. Les doigts de Margaret étaient frais et délicats, la peau presque translucide. Cela effrayait Evelyn chaque fois. Nathan n'est pas venu. Margaret dit qu'il travaille. L'affaire Everpoint est compliquée. Evelyn, ce n'était pas une réprimande. C'était pire. C'était la voix que Margaret utilisait quand une négociation était déjà terminée et que l'autre côté ne le savait simplement pas encore. Evelyn baissa les yeux. Margaret étudia son visage pendant un long moment. Je suis assez vieille pour savoir quand une femme protège la personne qui la blesse. Je suis aussi assez vieille pour te dire que cela ne finit jamais bien. Je gère ça. Vraiment ? Je le ferai. Le pouce de Margaret effleura le dos de sa main. Les documents de trust révisés sont complets. Rebecca les a à Arthur à l'autorité opérationnelle préparée. Si quelque chose m'arrive, Whitmore Global répond à toi et seulement à toi. Pas à Nathan, pas à son conseil, pas aux gens qui pensent que le silence signifie la faiblesse. Il ne va rien t'arriver. Dit Evelyn trop vite. Margaret sourit. Fatiguée mais amusée. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les cœurs. Chérie. La gorge d'Evelyn se serra. Écoute-moi, dit Margaret. L'argent n'est pas la dignité, mais sans une forme de pouvoir, la dignité devient chère à défendre. Je t'ai donné la première. Tu dois décider quand l'utiliser pour la seconde. Evelyn baissa la tête et pressa la main de sa mère contre sa joue. Je voulais juste une vie normale. Alors et en une. Mais ne confonds pas normal avec petit. Et ne te rends pas petite pour un homme qui prend ta retenue pour de la dépendance.
cet après-midi-là, après que Margaret se fut endormie. Evelyn sortit pour prendre un appel sur le téléphone noir. Le fichier crypté arriva en pièces. Scarlett avait autrefois été Scarlett Miller. Une bénévole étudiante à une conférence d'entrepreneuriat à Boston, où Nathan, alors brisé et furieux contre le monde, avait fait un pitch qu'aucun investisseur ne voulait entendre. Ils étaient sortis ensemble pendant 5 mois. Scarlett l'avait quitté quand elle avait conclu que l'ambition ne payait pas le loyer. 2 ans plus tard, après que Nathan était apparu dans un profil de magazine comme le fondateur de Colbridge Capital, Scarlett s'était rebrandée avec un CV poli. Un stage à Londres de substances douteuses et un talent pour apparaître exactement où Nathan le remarquerait. Le fichier incluait des entrées d'hôtel, des réservations de dîner, des journaux de covoiturage et des photos de caméras de sécurité. Le motif n'était pas l'ambiguïté émotionnelle. C'était une trahison délibérée et habituelle. La dernière section était meilleure. Scarlett avait ouvert 3 vendeurs coquilles qui facturaient Colbridge pour des services de conseil et de renseignement sur le marché. Les factures étaient assez petites pour éviter la tension et assez régulières pour créer un pipeline. Plus troublants étaient les documents internes qu'elle avait accédés en dehors de son niveau d'autorisation, puis transférés à un compte crypté. Evelyn lut le fichier 2 fois. Puis elle le supprima, non parce qu'elle voulait qu'il disparaisse, mais parce que les gens qui l'avaient rassemblé en avaient des copies stockées là où Scarlett et Nathan ne les atteindrait jamais. Elle s'appuya contre le côté froid de sa voiture et leva les yeux vers le plafond blanc plat du garage. Donc, ce n'était pas seulement le mariage, murmura-t-elle. C'était l'entreprise aussi. Ce soir-là, elle rencontra Rebecca Chase dans un cabinet d'avocat privé près de Bryant Park. Rebecca était dans la cinquantaine, aux cheveux argentés, précise et presque impossible à intimider. Elle avait représenté Margaret pendant 20 ans et connaissait Evelyn depuis qu'elle était assez jeune pour colorier dans les marges des brouillons de contrat. « Tu es certaine ?» demanda Rebecca après qu'Evelyn eut terminé. « Oui. » Divorce. Protection des actifs. Exposition criminelle ou tout ce qui précède? Prépare tout ce qui précède. Tranquillement. Je veux 3 voix. Règlement s'il coopère, litige s'il ne le fait pas. Exécution complète si la mauvaise conduite financière est ce que je pense. Les yeux de Rebecca s'aiguisèrent. Et Margaret, elle n'a pas besoin de savoir jusqu'à ce qu'elle doive. Son cœur ne peut pas le supporter. Evelyn. Non. La voix d'Evelyn était douce, mais elle fermait le sujet. Je ne le laisserai pas briser ma mère avant que je le retire de ma vie. Rebecca se pencha en arrière, l'étudiant. Alors nous faisons ça correctement. Preuve préservée. Chaîne de custodie propre. Pas de raccourcis émotionnels. Si nous bougeons trop tôt, il obtient un avertissement. Si nous bougeons trop tard, il peut déplacer des actifs hors de portée. Je sais. Vraiment? Parce qu'une fois que cela commence, ce ne sera pas une dispute domestique. Ce sera une démolition. Evelyn regarda la ligne d'horizon encadrée derrière le bureau de Rebecca. Bien, dit-elle. Je suis fatiguée de vivre à l'intérieur de quelque chose de pourri et de l'appeler une maison. Pendant les prochaines semaines, rien de visible ne changea. Nathan rentrait moins à la maison. Quand il le faisait, il sentait le whisky, le savon d'hôtel et le parfum de Scarlett. Il répondait aux questions d'Evelyn avec irritation. Comme si le mariage était un actionnaire mineur qui posait trop de questions pendant une réunion du conseil. Scarlett devint plus audacieuse. Appel tard le soir. Photo postée de dîner client où son épaule reposait trop près de celle de Nathan. Une citation partagée sur les réseaux sociaux sur les hommes qui réussissent dépassant les femmes. Insécure. Evelyn ne la confronta pas. Elle apporta de la soupe à Margaret. Elle rencontra Rebecca. Elle lut des rapports sur le téléphone noir. Elle signa des documents.
Elle observa la position de chaque pièce sur l'échiquier. Elle attendait que Nathan pose le pied là où il ne pourrait pas reculer. Il le fit un jeudi après-midi. Evelyn était dans la véranda de Greenwich avec Margaret, coupant une pomme en fines tranches quand le téléphone de Margaret sonna. Le nom de Nathan apparut sur l'écran. Margaret répondit sur haut-parleur parce que ses mains étaient glissées sous la couverture. « Maman, dit Nathan, utilisant le nom avec une aisance d'entitlement. Je voulais te faire savoir que je dois voler à Seattle ce soir. Urgence avec l'offre d'infrastructure Northline. Scarlett vient parce qu'elle a les dossiers de diligence. Nous serons partis 3 ou 4 jours. » Les yeux de Margaret se levèrent vers Evelyn. Seattle. Margaret dit, je pensais que les points légaux de Northline étaient réglés le mois dernier. Ils ont rouvert un covenant technique. C'est un désastre. J'ai besoin de le gérer en personne. Nathan semblait impatient. Eve gardera un œil sur toi. Je t'appellerai quand j'atterrirai. Prends soin de toi, dit Margaret. Il raccrocha en premier. Evelyn continua à couper la pomme. Sa main ne trembla pas. Il te l'a dit. Margaret demanda. Il m'a texté il y a 10 minutes. Et tu le crois? La pelure de pomme se cassa. Evelyn posa le couteau. Je crois qu'il pense que je le ferai. Margaret ferma les yeux. La douleur traversa son visage plus profonde que la maladie. Chérie, si c'est ce que je pense. Ne me protège pas de la vérité en le laissant continuer à te blesser. Evelyn sourit. Mais ses yeux brûlèrent. Repose-toi. Je gérerai tout. Elle attendit que Margaret s'endorme. Puis elle sortit, s'assit dans sa voiture et alluma le téléphone noir. Le message attendait déjà. Aucun vol acheté pour Seattle sous Nathan Cole ou Scarlett. Aucune réservation de train ou charter. Tous deux enregistrés à l'hôtel Aurelia à Midtown à 14h14. Suite Pentouse. Carte de Nathan Cole au dossier. Une image granuleuse du hall montrait la main de Nathan au bas du dos de Scarlett pendant qu'il traversait le sol en marbre. Le visage de Scarlett était incliné vers lui, riant. Evelyn regarda la photo pendant longtemps. Puis elle appela Arthur Nolan. Le plus ancien lieutenant de Margaret et le chef opérationnel de Whitmore Global. Arthur, dit-elle. Commence la phase 1. Il n'y eut aucune hésitation à l'autre bout aujourd'hui. Maintenant rédige l'avis de rachat formel pour chaque véhicule lié à Whitmore Investidant. Colbridge. Prépare le transfert de mes actions personnelles Colbridge à la fondation Whitmore pour $1. Gèle tout soutien discrétionnaire. Notifie Rebecca que nous pourrions devoir accélérer. Compris. Et Arthur. Oui. Mademoiselle Whitmore. Ne donne pas d'avertissement préalable à Nathan. Je ne t'insulterai pas en le suggérant. Evelyn termina l'appel et regarda son souffle embuer le pare-brise. Nathan avait acheté 4 nuits. Elle utiliserait chaque heure. La catastrophe arriva plus tôt que la stratégie ne le permettait. Le deuxième après-midi du séjour de Nathan à l'Aurelia. Evelyn était dans le bureau de Rebecca en examinant le langage final de l'avis de rachat. Son téléphone quotidien, celui que Nathan connaissait, était posé face visible à côté du contrat. Il sonna. Numéro inconnu local. Quelque chose en elle devint immobile. Elle répondit. Est-ce Evelyn Whitmore? Demanda une femme. Vive et professionnelle. C'est l'hôpital Lenox Hill. Votre mère, Margaret Whitmore, a été amenée par ambulance il y a 30 minutes après une détresse cardiaque aiguë à son domicile. Elle est en chirurgie d'urgence. Vous devez venir immédiatement. Evelyn se leva si vite que sa chaise heurta le mur. Le bureau se brouilla. J'arrive, dit-elle,
bien qu'elle s'entendît à peine. Rebecca était déjà debout. Je conduis. Dans l'ascenseur, Evelyne appela Nathan. L'appel alla directement à la messagerie vocale. Elle appela à nouveau. Messagerie vocale. Elle envoya un texto. Ma mère est en soins d'urgence. C'est sérieux. Appelle-moi maintenant. Pas de réponse. Elle appela Laurelia. La réception refusa de la connecter sans approbation de l'invité. Elle appela Scarlett. Rien. Elle appela Nathan encore et encore jusqu'à ce que l'écran sembla brûler dans sa paume. Éteint, silencieux, parti. Rebecca conduisit comme une femme préparée à argumenter avec les lois de la circulation au tribunal. Ensuite, Evelyne s'assit sur le siège passager avec sa ceinture de sécurité coupant dans sa poitrine. Une main sur sa bouche, goûtant le sang parce qu'elle avait mordu l'intérieur de sa joue. « Tiens bon », murmura-t-elle, pas à Rebecca. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît tiens bon. » À l'hôpital, le monde devint lumière fluorescente, désinfectant. Voix coupée et le terrible éclat rouge des mots chirurgie au-dessus d'une paire de portes fermées. Evelyne se tint près du mur parce que s'asseoir ressemblait à une reddition. Une infirmière expliqua que les dents avaient trouvé Margaret effondrée près de la véranda. L'ambulance était arrivée rapidement, mais l'insuffisance cardiaque avait été sévère. Evelyne hocha la tête aux bons endroits et comprit presque rien. Elle continua à appeler Nathan. Messagerie vocale. Elle envoya un dernier texto. Nathan, elle pourrait ne pas survivre à cela. J'ai besoin de toi ici. Pas de réponse. Des heures passèrent sans forme. Quand le chirurgien sortit enfin, son masque pendant lâche sous son menton. Evelyne sut avant qu'il parle. Les gens pensent toujours que le deuil commence par un cri. Parfois il commence par un silence si complet qu'il semble effacer le son du monde. Mademoiselle Whitmore, dit doucement le docteur. Je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. L'insuffisance cardiaque était trop avancée quand elle nous a atteints. La main de Rebecca se referma autour du bras d'Evelyne. Evelyne ne tomba pas immédiatement. Elle regarda au-delà du docteur les portes comme si Margaret pourrait encore les traverser. Irritée par le remue-ménage. Puis un brancard apparut. Drap blanc encore contour. Une main visible au bord. Evelyne fit un son qui ne semblait pas humain. Elle atteignit sa mère et se plia sur cette main froide, la pressant contre son visage. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. » L'excuse n'était pas pour les docteurs. Elle n'était pas pour le destin. Elle était pour chaque mensonge qu'elle avait avalé pour garder Margaret calme. Chaque dîner auquel elle avait assisté avec un homme qui ne la méritait plus. Chaque jour où elle avait cru qu'il y aurait du temps pour démêler le mariage avant qu'il touche ça. Mère. Il n'y avait pas eu de temps. Le téléphone de Nathan resta éteint. À minuit, Evelyne avait arrêté de pleurer. Cela effrayait Rebecca, ce calme soudain. Evelyne se tint près du lit d'hôpital après que les formulaires finaux furent signés. Visage pâle, yeux cernés de rouge, colonne vertébrale droite comme une lame. Rebecca, dit-elle. Oui, passe à la phase 2. Liquidation complète. Dossier judiciaire prêt. Notifie Arthur. Notifie les banques une fois que l'avis de rachat est envoyé. Je veux que les covenants soient déclenchés correctement et publiquement. Rebecca inspira. Evelyne? Tu n'as pas à décider ce soir. J'ai déjà décidé. Ce soir a seulement changé la vitesse. Elle sortit son téléphone quotidien et ouvrit les messages de Nathan. Ses doigts étaient stables quand elle tapa. Maman a eu un épisode cardiaque majeur. Elle est en état critique à Lenox Hill. Ton téléphone est éteint. Viens immédiatement quand tu verras ça. Elle regarda le message pendant une respiration. Puis elle l'envoya. Ça, dit-elle calmement, c'est sa dernière chance. Il ne l'a pris jamais. Pendant les 48 heures suivantes.
Evelyn fit ce que le deuil ne permettait pas à la plupart des gens de faire. Elle devint exacte. Elle arrangea la crémation de Margaret selon les souhaits écrits de sa mère. Privé, simple, digne. Pas de page société. Pas de mémorial public pour des gens qui avaient autrefois voulu accéder à l'argent de Margaret plus qu'à son entreprise. Rebecca et Arthur se tinrent avec elle dans une petite chapelle pendant que la pluie hivernale tapait contre les fenêtres. Evelyn tint l'urne ensuite avec les deux mains, surprise par son poids et par la chaleur qui persistait dans la pierre. En même temps, Whitmore Global bougea. L'avis de rachat atterrit avec la force d'une explosion contrôlée. Les véhicules Whitmore demandèrent le retour du capital sous les clauses protectrices que Margaret avait insisté quand Nathan était trop reconnaissant pour les lire attentivement. La demande déclencha une obligation de rachat que Colbridge ne pouvait pas rencontrer sans ses lignes de crédit. Les banques alertées du risque de gouvernance et de liquidité non soutenues gelèrent les prêts discrétionnaires. 2 prêteurs refusèrent le renouvellement. Une contrepartie majeure suspendit le règlement. La pétition de l'administrateur judiciaire fut déposée avant que le plateau de petit déjeuner de Nathan à l'hôtel ne soit débarrassé. À la fin du 2e jour, le directeur financier de Colbridge avait appelé Nathan 76 fois. Pas de réponse. Les vendeurs coquilles de Scarlett furent signalés. Les journaux d'accès interne furent préservés. Un paquet de preuves alla à un comptable forensique privé et de là vers le bureau des crimes financiers. Evelyn fit aussi un appel qui n'était pas une stratégie légale autant qu'une symétrie morale. L'ancien fiancé de Scarlett venait d'une famille avec une longue mémoire et une portée encore plus longue. Il avait autrefois payé une dette que Scarlett avait créée, seulement pour qu'elle disparaisse avec le règlement et une montre qu'elle n'avait pas achetée. Evelyn ne le menaça pas ni ne demanda rien d'inapproprié. Elle permit simplement à un intermédiaire de confiance de mentionner que Scarlett était actuellement dans le Penthouse de l'Aurelia avec Nathan Cole que certains comptes bancaires liés à elle pourraient bientôt devenir des endroits inconfortables pour garder de l'argent. Les gens qui attendaient depuis des années pour embarrasser Scarlett n'avaient pas besoin d'instructions détaillées. Le matin où le corps de Margaret fut incinéré, Evelyn retourna à son appartement sur le Upper East Side. Elle y avait vécu avec Nathan pendant 3 ans. L'acte avait toujours été à son nom. Un cadeau de mariage de Margaret que Nathan avait décrit à ses amis comme notre endroit. Comme si le mot notre pouvait effacer les registres de propriété. Elle fit ses bagages légèrement. Documents, son passeport, la montre de Margaret. Une petite photo des deux sur le lac Kao quand Evelyn avait 11 ans, le téléphone noir. Une robe marine, un manteau. Les costumes de Nathan restèrent intacts dans le placard. Ses boutons de manchette restèrent dans le tiroir. Ses récompenses, chaussures, montres et la couverture de magazine encadrée dans laquelle il s'était appelé autodidacte restèrent. Où elles étaient. Elle traversa l'appartement une fois. Il était beau et froid, tout en archoisie dans du verre et éclairage doux. Elle se souvenait d'avoir choisi le canapé parce que Nathan disait qu'il le faisait se sentir réussi. Elle se souvenait de cuisiner de la soupe dans cette cuisine pendant qu'il travaillait tard. Elle se souvenait d'attendre que les portes d'ascenseur s'ouvrent et de se sentir honteuse de l'espoir qui montait en elle chaque fois. Puis elle appela la gestion de l'immeuble et changea les serrures. Sur le chemin de l'aéroport, elle envoya à Nathan un dernier message. C'était une photo du marqueur mémorial temporaire de Margaret. Pas de légende dramatique, pas d'accusation, juste une phrase. Je ramène maman à la maison. Prends soin de toi. Puis elle le bloqua au-dessus de l'Atlantique pendant que Nathan dormait pour éliminer le champagne et l'arrogance dans le Penthouse de l'Aurelia. Evelyn s'assit à côté de l'urne contenant les cendres de sa mère et regarda par la vitre sombre de l'avion. Son deuil n'avait pas disparu. Il avait simplement acquis une direction. Nathan retourna à Colbridge Capital lundi matin. Croyant que la pire conséquence du week-end pourrait être un mal de tête et quelques appels manqués. Il avait allumé son téléphone dans l'ascenseur de l'hôtel et l'avait regardé s'illuminer de numéros. Si absurde qu'il supposa d'abord une erreur système.
Appel manqué du CFO, Daniel, juridique, la banque, Rebecca Chase. Evelyne jusqu'à ce que son nom cesse d'apparaître parce que les appels s'étaient arrêtés. Messages empilés les uns sur les autres. Urgent. Appelle-moi. Où es-tu? La banque est ici. Dépôt judiciaire administrateur. Margaret. Evelyne est à l'hôpital. Nathan, s'il te plaît réponds. Il n'en avait parcouru aucun correctement. La panique le rendait maladroit. Scarlett avait vu les premiers titres dans un chat privé de l'industrie et était devenue pâle. Au moment où il sortit de la douche, elle faisait ses bagages. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. « Je dois partir. »« Partir où ?»« Loin de toi. » Sa voix craqua. « Tu comprends ce qu'elle a fait ?» Evelyne sait tout. Mes comptes sont gelés. Quelqu'un m'attendait dans le hall hier. Je ne vais pas tomber parce que tu ne pouvais pas contrôler ta femme. Ma femme? Nathan attrapa son bras. Tu as dit que tu avais géré les transferts de vendeurs. Tu as dit. Scarlett repoussa sa main. J'ai dit beaucoup de choses parce que tu voulais les entendre. Lâche-moi. Elle partit par l'ascenseur de service avec des lunettes de soleil et 2 valises. À la réception, elle laissa une enveloppe pour lui. Nathan ne l'avait pas encore ouverte. Il était allé directement à Colbridge. Convaincu qu'une fois qu'il se tiendrait dans son propre bureau, convoquerait ses propres avocats et élèverait la voix dans sa propre salle de conférence, les faits se réarrangeraient autour de son autorité. Au lieu de cela, Daniel se tenait sur le trottoir avec une boîte en carton et lui dit que Margaret était morte. Maintenant les jambes de Nathan s'affaiblirent si brusquement qu'il dut se rattraper contre un bac à plante en béton. « Appelle Evelyne, dit-il. Je n'ai pas un numéro qui fonctionne. Alors appelle Rebecca. Rebecca Chase représente Evelyne. Elle ne te parlera pas sans avocat. Je suis son mari. » Les yeux de Daniel se tournèrent vers les portes scellées. Pas pour longtemps. J'imagine. Le téléphone dans la main de Nathan commença à sonner. L'écran affichait un numéro international bloqué. Il répondit si vite qu'il faillit le laisser tomber. La vidéo se connecta. D'abord il vit des montagnes, des pics neigeux brillant au-delà de hautes fenêtres. Une pièce lambrissée de bois pâle et meublée d'un luxe ancien et calme, une cheminée en marbre noir. Des fleurs blanches fraîches dans un bol bas. Puis la caméra se déplaça et Evelyne apparut. Pendant une seconde désorientante, Nathan ne put connecter la femme à l'écran à l'épouse qui se tenait autrefois dans son bureau avec des sacs de déjeuner et des rappels doux. Cette Evelyne portait un tailleur en cachemire noir sur mesure. Ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant. Une seule paire de boucles d'oreilles en perles captait la lumière. Son visage était calme, raffiné, presque illisible. Elle ne semblait pas abandonnée. Elle ne semblait pas brisée. Elle semblait quelqu'un pour qui le deuil était devenu une armure. Evelyne? Respira-t-il. Elle le regarda comme s'il était un point mineur à l'ordre du jour. Nathan Cole, dit-elle, laisse-moi me présenter correctement. Le son de son nom complet fit tomber son estomac. Je suis Evelyne Whitmore, seule héritière de Margaret Whitmore. Présidente du comité exécutif de Whitmore Global et bénéficiaire contrôlante du trust familial qui a fourni le capital original pour Colbridge. La bouche de Nathan s'ouvrit. Rien ne sortit. Ton entreprise n'a jamais été construite sur ton génie seul. Le financement initial venait de ma famille. Les introductions venaient de ma mère. L'appartement que tu appelais maison est à moi. Les voitures, le soutien de crédit. La confiance des investisseurs privés que tu portais comme une médaille. Tout cela a commencé avec des gens que tu as appris à congédier dès que tu t'es senti assez puissant. Ève. Je ne savais pas. Tu n'as jamais demandé.
Sa voix ne s'éleva pas. Cela rendit cela pire. Scarlett est, autrefois Scarlett Miller, n'est pas entrée dans ta vie par accident. Elle n'était pas ma création, mais une fois qu'elle est revenue vers toi, j'ai permis qu'elle révèle exactement qui tu étais. Chaque réservation d'hôtel, chaque transfert non autorisé, chaque facture coquille. Chaque conversation dans laquelle vous deux discutiez de prendre de l'argent de Colbridge tout temps. Riant de mon ignorance a été préservé. Les doigts de Nathan devinrent engourdis autour du téléphone. Margaret est morte pendant que tu étais dans une chambre d'hôtel avec ton assistante et ton téléphone éteint. Je t'ai envoyé un dernier message de l'hôpital. Tu l'as ignoré parce que tu avais arrangé ton monde pour que rien d'incommode ne puisse t'atteindre. Evelyn? S'il te plaît, ne supplie pas encore. Tu auras besoin de ta force pour le tribunal. Daniel fit un petit son à côté de lui. Nathan réalisa que le volume était assez haut pour qu'il entende chaque mot. Evelyn continua. Whitmore Global a racheté sa position. L'obligation de rachat est active. Tes prêteurs ont gelé l'exposition. Un administrateur judiciaire a le contrôle du bureau. Des preuves de mauvaise conduite financière ont été livrées aux autorités appropriées. Rebecca te servira les papiers de divorce et les réclamations civiles. Les enquêtes criminelles procéderont séparément. Nathan secoua la tête comme un animal refusant un piège déjà fermé. Tu ne peux pas faire ça. Pour la première fois. Evelyn sourit. Ce n'était pas chaleureux. Je l'ai déjà fait. Evelyn, écoute-moi. J'ai fait une erreur. Scarlett. Scarlett n'est plus ton problème. Tu le es. Il tressaillit. Quant à ma mère, dit Evelyn. Et l'immobilité sur son visage craqua enfin assez pour qu'il aperçoive le deuil en dessous. Je l'ai enterrée avec la dignité que tu as échoué à lui montrer dans la vie. Tu n'as pas le droit d'utiliser sa mort comme une scène pour tes regrets. Je l'aimais? Murmura Nathan. Tu aimais ce qu'elle te donnait. Il y a une différence. Les mots atterrirent plus durement que la rage ne l'aurait fait. Du moment où tu as éteint ton téléphone et marché dans cet hôtel, tu étais fini dans cette ville. Dans cette industrie, dans ma vie. Eve. Profite de ce que tu as gagné. L'écran devint noir. Nathan resta figé. L'appel mort se reflétait dans son visage brisé. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Puis il essaya de rappeler le numéro. Déconnecté. Il essaya à nouveau. Rien. Un son monta en lui, bas et brut, puis se brisa en un cri. Il lança le téléphone sur le pavé. Il se brisa contre le trottoir. Du verre glissant sous les portes scellées de Colbridge Capital. Daniel recula. Nathan tomba à genoux. Le pavé était assez froid pour mordre à travers le tissu de son pantalon. Il ne le sentit pas. Son esprit continuait à rejouer le visage d'Evelyn, sa voix. La liste impossible de titres et de faits. L'épouse qu'il avait traitée comme un accessoire avait été la fondation sous tout. La belle-mère qu'il avait flattée puis évitée avait été l'architecte de son succès. La secrétaire qu'il avait choisie au-dessus d'elle deux avait volé sous son nez pendant qu'il prenait l'attention pour de la loyauté. Il voulait rager contre Evelyn pour être cruel, pour s'être caché, pour avoir tendu des pièges. Mais en dessous de la rage venait une autre vérité, plus laide parce qu'il ne pouvait pas la nier. Personne ne l'avait forcé à la trahir. Personne ne l'avait forcé à éteindre son téléphone. Personne ne l'avait forcé à croire que la femme tranquille emballant son déjeuner était trop inoffensive pour compter. Monsieur Cole, dit Daniel. Après un moment, Nathan leva les yeux. Son visage était mouillé. La voix de Daniel était formelle maintenant. Les officiers du tribunal final seront bientôt ici pour inventorier les locaux. Vous devriez partir. Vos effets personnels sont dans la boîte. La boîte. Nathan rampa vers elle avant de pouvoir se lever.
À l'intérieur se trouvaient les restes d'un empire réduit à du désordre de bureaux. Récompense. Une tasse. Carte de visite morte. Une photo encadrée de son mariage. Il l'a pris. Sur la photo, il riait jeune et invincible. Evelyn se tenait à côté de lui dans une simple robe blanche. Le regardant comme s'il valait la peine de lui faire confiance. Quelque chose en lui cassa. Il fracassa le cadre contre le trottoir. Le verre craqua d'abord sur le visage d'Evelyn. Nathan fixa la photo brisée. Puis couvrit sa bouche avec les deux mains et fit un son plus proche de l'étouffement que des pleurs. Daniel ne le réconforta pas. À midi, le trottoir était devenu animé. Les gens regardaient, le reconnaissaient lentement, regardaient à nouveau, murmuraient. Quelqu'un prit une photo. Nathan vit le téléphone se lever. Vit sa propre ruine reflétée dans l'écran d'un étranger et comprit ce qu'Evelyn avait voulu dire. La mort sociale n'était pas une métaphore. C'était le moment où le monde pour lequel il avait performé voyait enfin le costume tomber en morceaux. Il partit avec la boîte en carton sous un bras et nulle part où aller. À l'appartement, le lecteur d'empreintes le rejeta. Il essaya à nouveau. Rejeté. Il tapa le code. Rejeté. Il frappa la porte du côté de son poing jusqu'à ce que ses articulations se fendent. Evelyn, cria-t-il. Ouvre la porte. Evelyn. Pas de réponse. Une porte de voisin s'ouvrit à deux, puis se ferma. 10 minutes plus tard, le gérant de l'immeuble arriva avec 2 gardes de sécurité. Il fut courtois de la manière dont les gens deviennent courtois quand ils sont pleinement préparés à appeler la police. Monsieur Cole, dit-il. Mademoiselle Whitmore a changé toutes les permissions d'accès hier. Elle a fourni une documentation confirmant la propriété exclusive de l'unité. Vous n'êtes plus listé comme résident autorisé. J'habite ici. Pas selon la propriétaire. Mes vêtements sont là-dedans. Mes affaires sont là-dedans. Vous pouvez faire contacter votre avocat par l'avocat de Mademoiselle Whitmore pour arranger la récupération des biens personnels. Nathan rit une fois follement. Où suis-je censé aller? Le gérant ne répondit pas. C'était une réponse suffisante. Nathan quitta le bâtiment avec la boîte dans ses bras. Passa le portier qu'il avait autrefois salué comme Monsieur Cole avec admiration et le regardait. Maintenant comme une perturbation. Son portefeuille contenait $320. 2 cartes d'entreprise expirées et une carte métallique noire qui fut refusée quand il essaya de réserver une chambre dans un hôtel décent. L'application bancaire ne chargerait pas. Son téléphone était parti, fracassé dehors à Colbridge. Il emprunta un chargeur et un téléphone à un employé de magasin de proximité après avoir payé en espèces pour un appareil de remplacement bon marché. Quand il accéda enfin à son email, le monde s'effondra en ligne de sujet. Avis de défaut, motion d'urgence pour administrateur, résiliation de facilité de crédit. Revue forensique, plainte de divorce, demande de préservation de documents. Il alla à l'Aurélia parce qu'il avait besoin de voir Scarlett. Besoin de trouver quelqu'un plus bas que lui à blâmer. La réception le regarda avec une neutralité polie. Mademoiselle a fait chez coup ce matin, dit l'employé. Où est-elle allée? Nous ne pouvons pas divulguer les informations des invités. J'ai payé pour cette suite. Le compte a été réglé. Par qui? Nous ne pouvons pas divulguer cette information non plus, monsieur. L'employé atteignit sous le bureau et produisit une enveloppe simple. Elle a laissé cela pour vous. Nathan l'ouvrit d'une main tremblante. La note était écrite sur le papier à lettres de l'hôtel dans l'écriture furieuse et inclinée de Scarlett. Tu me ruines. Evelyn sait tout. Mes comptes sont gelés. Les gens me cherchent à cause de toi. Ne viens pas après moi. Ne m'appelle pas. Quoi que tu aies fait, gère-le toi-même. Il n'y avait pas de signature. Nathan se tint dans le hall où les lustres brillaient au-dessus du marbre poli.
tenant la note d'une femme qui avait disparu plus vite que son argent. Seulement alors il comprit à quel point il était complètement seul. Il passa cette nuit dans un motel près de Penn Station parce que c'était le seul endroit qui acceptait les espèces sans poser de questions. La chambre sentait l'eau de javel et la moquette humide. Le chauffage cliquetait dans le mur. Il s'allongea sur les couvertures tout habillé, fixant les taches d'eau au plafond. Incapable de dormir et incapable de penser en ligne droite. Un coup vint juste avant l'aube. Pas le ménage. Le son était trop mesuré. Nathan s'assit. Qui est-ce? Département de police de New York. Ouvrez la porte. Monsieur Cole. Son corps devint froid. Deux officiers en uniforme se tenaient dehors avec une paire d'enquêteurs en manteau sombre. Nathan Cole, demanda l'un d'eux. Nathan hocha la tête parce que mentir sur son propre nom semblait soudain au-delà de lui. Nous sommes avec le bureau des crimes financiers. Nous avons une assignation et une demande que vous veniez pour un interrogatoire concernant une appropriation présumée de fonds d'entreprise, fraude par virement. Fausse facture de vendeur et affaires liées impliquant Colbridge Capital et Scarlett. Non, dit Nathan. Non, Scarlett s'en est occupée. Scarlett l'a fait. Evelyn a monté ça. Elle me piège. Un enquêteur le regarda sans sympathie. Le conseil de Madame Whitmore a fourni une documentation extensive, incluant des registres d'autorisation portant votre signature, des communications internes, des traces bancaires et des enregistrements audio. Vous pouvez faire votre déclaration en ville. Enregistrements audio. L'expression de l'enquêteur s'aiguisa. Vous et mademoiselle et aviez l'habitude de discuter affaires dans des chambres d'hôtel. C'était imprudent. Nathan s'assit sur le lit parce que ses jambes ne pouvaient plus le porter. Les menottes étaient froides quand elles se refermèrent autour de ses poignets. En traversant le couloir du motel, un homme en peignoir ouvrit sa porte pour regarder. Une femme à la machine à glace leva son téléphone. Nathan baissa la tête, mais pas avant de se voir reflété dans les portes métalliques de l'ascenseur. Non rasé, visage gris, menotté, portant le même costume coûteux dans lequel il était sorti de l'Aurélia. Croyant qu'il pouvait encore commander une pièce. Evelyn n'avait pas crié quand elle l'avait détruit. Elle avait simplement remis la vérité à des gens dont le travail était de la rendre officielle. L'interrogatoire dura des heures. Au début, Nathan s'accrocha à l'indignation. Il blâma Scarlett. Il blâma Evelyn. Il blâma les banques, l'administrateur, le stress de diriger une entreprise. La pression des attentes, le chauchement confus entre dépenses personnelles et d'entreprise. Chaque explication sonnait plus faible placée à côté des documents. Les enquêteurs avaient des chaînes de factures, des journaux d'accès, des emails. Des brouillons de contrats, des approbations signées, des dates d'hôtel. Des transferts bancaires routés via des vendeurs de conseils contrôlés par Scarlett. Des clips audio de Nathan riant pendant qu'il disait à Scarlett qu'Evelyn ne comprendrait jamais la structure parce qu'elle n'avait plus la tête pour la finance. Un autre clip capturait Scarlett demandant ce qui arriverait si Margaret retirait son soutien et Nathan répondant « Elle ne le fera pas ». Evelyn la garde apprivoisée. Il ne se souvenait pas de l'avoir dit. L'enregistrement s'en souvenait pour lui. Au moment où son avocat arriva, Nathan avait arrêté de crier. Scarlett fut arrêtée à JFK le lendemain pendant qu'elle essayait d'embarquer sur un vol sous un itinéraire nouvellement réservé. Son avocat essaya immédiatement de la séparer de Nathan. Son avocat essaya de le séparer de Scarlett. Les preuves les liaient ensemble avec bien plus de loyauté que l'un ou l'autre n'en avait montré. Dans la vie. L'histoire fuita parce que des histoires comme ça fuient toujours. Les noms étaient partiellement protégés dans la première newsletter commerciale, mais pas assez. Fondateur de fonds autodidactes gelés après que l'épouse révélée comme soutien secret. Puis vinrent les comptes de potins, puis les forums de messages. Puis de vieilles photos de Nathan à des galas de charité avec Evelyn recadrée à côté de Scarlett. Une table de conférence. Au week-end. Des gens que Nathan avait autrefois appelés amis postaient des réflexions vagues sur l'humilité.
La loyauté et le danger d'oublier qui t'avait aidé à grimper. Ces appels restaient sans réponse. Des investisseurs qui retournaient autrefois ces messages en minutes avaient soudain besoin d'eux. Parler via avocat. Des partenaires émettaient des déclarations disant qu'ils n'avaient aucune relation active avec Coldbridge. D'anciens employés mettaient tranquillement à jour leur CV. Les recruteurs arrêtaient de répondre. La mère de Nathan dans l'Ohio entendit d'un cousin avant que Nathan puisse lui dire quoi que ce soit. Elle appela en pleurant, demandant si c'était vrai que Margaret était morte. Si c'était vrai qu'il avait manqué les funérailles. Si c'était vrai qu'il avait trompé Evelyn et perdu l'entreprise. Nathan n'avait pas de réponse qui ne le faisait pas paraître pire. Ton père aurait honte, dit-elle avant de raccrocher. Il s'assit dans une salle de détention ensuite, fixant le mur gris. Et pour la première fois sentit le mot honte s'installer sur lui, non comme une accusation, mais comme un endroit où il vivait maintenant. Les papiers de divorce arrivèrent via avocat. Evelyn cherchait la dissolution du mariage, le retour de la propriété séparée. Des dommages liés aux actifs matrimoniaux et d'entreprises mal utilisés. Et une constatation de mauvaise conduite matrimoniale. L'appartement était à elle. Les véhicules personnels étaient liés à des trusts ou des facilités de financement maintenant retirés. Les comptes qu'il avait considérés comme joints étaient pour la plupart vides ou gelés en attente de revue. Les actifs qu'il avait cru preuve de succès étaient soit loués, soit leviers, soit traçables au soutien Whitmore. Il n'était pas dépouillé de richesse. Il découvrait combien peu en avait jamais vraiment été à lui. Les semaines devinrent des mois. Coldbridge entra en procédure de faillite. L'administrateur vendit ce qui pouvait être vendu. La marque elle-même, autrefois polie et agressive, devint toxique. Les employés trouvèrent d'autres emplois. Les étages de bureaux furent loués à une firme de conseil qui ne sut jamais qu'un homme s'était agenouillé dehors devant les portes et avait regardé sa vie s'effondrer. Nathan et Scarlett furent inculpés pour des accusations financières. Leurs avocats négocièrent, argumentèrent, déposèrent des motions et posèrent. Les documents ne s'en souciaient pas. En prison, le temps perdit sa texture. Nathan devint mince. Sa barbe poussa irrégulièrement. Il rejoua les mêmes souvenirs jusqu'à ce qu'il creuse des sillons dans son esprit. Evelyn plaçant le déjeuner sur son bureau. Margaret lui disant le jour où elle écrivit le premier chèque. Souviens-toi d'où est le début. Scarlett glissant le café dans sa main. Son téléphone sombre sur la table de nuit de l'hôtel. Le message de l'hôpital qu'il n'avait pas vu. Il détestait Evelyn pour la précision de ce qu'elle avait fait. Il détestait Scarlett pour avoir fui. Il détestait Daniel pour l'avoir pris en pitié. Il détestait les journalistes, les banques, les avocats, les enquêteurs. Mais dans les heures calmes avant l'aube, quand la rage manquait de carburant, il se détestait le plus. 6 mois après les portes scellées à Coldbridge. Evelyn se tenait dans son bureau donnant sur le lac Zurich et écouta la mise à jour légale finale. Sans s'asseoir. Le quartier général européen de Whitmore Global occupait un bâtiment restauré du 19e siècle près de l'eau. Son extérieur en vieille pierre cachant un réseau de bureaux aux murs de verre. Des salles de conférences sécurisées et des ascenseurs privés. La neige s'étendait le long des crêtes lointaines des Alpes. Des signes se déplaçaient sur le lac en dessous comme si le monde n'avait jamais contenu de salle d'urgence ou d'avis judiciaire. Rebecca Chase se tenait près du bureau d'Evelyn avec un dossier en main. L'affaire criminelle est résolue, dit Rebecca. Nathan a accepté le plaidoyer. 7 ans. Scarlett a accepté 5. Ordonnance de restitution entrait bien que la collecte sera limitée. Le jugement de divorce civil est final. Tu gardes toute la propriété séparée. Pas de soutien conjugal. Le tribunal a accepté les constatations de mauvaise conduite. Evelyn hocha la tête. Elle portait un chemisier en soie perle sous un gilet anthracite. Ses cheveux épinglaient lâchement aujourd'hui. Dans les mois depuis la mort de Margaret. La douceur qui avait autrefois fait sous-estimer par les étrangers n'avait pas disparu. Elle avait été raffinée en quelque chose de plus dur à lire.
Colbridge, demanda-t-elle, liquidation complète. Dette restante résolue via l'héritage et les récupérations d'assurance ou applicables. Le dossier d'exécution est fermé. Le transfert de fondation de tes actions personnelles et les allocations caritatives ont tous été approuvés. Rebecca hésita. Evelyn la regarda. Il y a une chose de plus, dit Rebecca. Nathan a envoyé une lettre via son avocat. Il a demandé qu'elle te soit livrée personnellement. Elle plaça une enveloppe blanche simple sur le bureau. Evelyn la regarda. Autrefois une lettre de Nathan aurait fait bouger son cœur avant son esprit. Autrefois elle l'aurait lu lentement, cherchant le remords, l'excuse, l'explication. N'importe quoi qu'elle pourrait utiliser pour rendre la douleur moins insensée. Maintenant elle ne voyait que du papier. Elle prit l'enveloppe et l'ouvre-lettre antique sur son bureau. Le visage de Rebecca s'adoucit. Tu n'as pas à la lire. Je sais. Evelyn ne l'ouvrit pas. Elle coupa l'enveloppe proprement en deux, lettres et tout. Puis nourrit les 2 morceaux dans la déchiqueteuse à côté de son bureau. La machine ronronna brièvement et efficacement. Quand elle s'arrêta, elle dit « Autre chose ?» Rebecca secoua la tête. Arthur veut confirmation sur le sommet de New York la semaine prochaine et Dubaï la semaine d'après. Il a aussi demandé si tu as toujours l'intention de visiter le site de la Fondation médicale au Kenya ce trimestre. Oui aux 3. Tu es sûr que tu ne veux pas te reposer? Evelyn se tourna vers la fenêtre. La lumière du soleil perça les nuages et dispersa de l'argent sur le lac. Se reposer n'est pas la même chose que reculer, dit-elle. Je ne recule pas. Rebecca sourit faiblement. Ta mère aurait aimé cette réponse. Pendant un moment, la pièce devint très calme. Evelyn toucha la montre à son poignet. La montre de Margaret. Petite et à l'ancienne et valant bien moins que les souvenirs qui y étaient attachés. Elle aurait corrigé mon phrasé, dit Evelyn. Rebecca rit une fois doucement et la laissa seule. Evelyn se tint près de la fenêtre pendant longtemps. Le deuil avait changé depuis l'hôpital. Il n'arrivait plus comme une vague qui lui coupait le souffle. Il était devenu une pièce en elle, meublée de mémoire, de douleur, de gratitude et de conversations inachevées. Certains jours elle pouvait fermer la porte. D'autres jours elle s'asseyait à l'intérieur, mais elle ne contrôlait plus toute la maison. Margaret lui avait donné plus que la richesse. Elle lui avait donné une carte du pouvoir. Une tolérance pour le silence et la discipline d'attendre jusqu'à ce que l'action compte. Evelyn avait gaspillé des années à essayer d'être aimée sans être connue. Elle ne gaspillerait pas le reste de sa vie à s'excuser d'être formidable. Son téléphone de bureau s'alluma. Mademoiselle Whitmore, dit son assistante. Les investissements stratégiques sont prêts pour la revue d'infrastructures en Asie du Sud-Est. Il demande si tu veux le rapport de risque complet ou la version courte. Evelyn regarda une fois de plus les montagnes. Complet. Dit-elle. Toujours complet. 3 mois plus tard à New York. Evelyn monta sur la scène principale du Forum mondial de l'investissement sous une vague de lumière blanche. La salle était remplie de gens qui mesuraient la confiance en point de base et la faiblesse en contact visuel. Représentants de fonds souverains, chefs de fonds de pension, titans du capital investissement. Family Office, conseillers politiques, anciens ministres. Fondateurs qui avaient transformé des événements de liquidité en mythes. Il regardait Evelyn avec une curiosité aiguisée par le scepticisme. Elle était jeune pour le rôle. Elle était aussi la fille de Margaret Whitmore. La rumeur l'avait précédée. Certains avaient entendu qu'elle avait détruit son mari en une semaine. Certains croyaient l'histoire exagérée. Certains pensaient qu'elle était une héritière en deuil occupant temporairement la chaise de sa mère. Jusqu'à ce que les hommes plus âgés autour d'elle prennent le contrôle. Evelyn leur donna 40 minutes pour réviser leurs hypothèses. Elle parla de la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales. De l'avenir des corridors énergétiques transfrontaliers.
du coût social de l'infrastructure sous-développée et de la différence entre le capital qui poursuit les titres et le capital qui compose l'influence. Elle cita des chiffres sans regarder en bas. Elle défia le consensus à la mode sans sembler performative. Elle fit 3 blagues, toutes assez sèches pour que la salle rit une demi-seconde en retard. Au moment où elle termina, les applaudissements n'étaient pas polis. Ils étaient intéressés. Ensuite, la foule vint pour elle en couche, vieil argent avec des sourires prudents. Nouvel argent avec des plus forts, envoyés gouvernementaux, gestionnaires de fonds. Hommes qui s'étaient attendus à la patronner et découvrir qu'ils avaient besoin de pitcher pour elle à la place. Evelyne les géra avec aisance. Chaleureuse quand utile, distante quand nécessaire, exacte toujours. Mademoiselle Whitmore, dit Adrien Tan. Président d'un groupe d'investissement de Singapour avec des racines profondes en Asie du Sud-Est. Vos commentaires sur la résilience des ports étaient inhabituellement directs. J'aimerais continuer cette conversation. Moi aussi, dit Evelyne, faites envoyer à mon équipe votre disponibilité par votre bureau. Si les chiffres soutiennent l'ambition, nous parlerons sérieusement. Il sourit. Cela ressemble à ta mère. On me l'a dit. Pas entièrement. Dit-il. Tu es moins patiente. Le sourire d'Evelyne devint réel pour la première fois ce soir-là, seulement avec usure. De l'autre côté du hall de réception. Un fonds européen avait approché avec du champagne et une invitation à dîner déguisé en discussion. De technologie climatique nordique. Evelyne déclina sans insulter et le redirigea vers son équipe. Elle avait appris que le pouvoir ne requérait pas de grossièreté. Il requérait des limites qui ne tremblaient pas. Le forum dura 3 jours. Evelyne signa des accords préliminaires. Rouvrit des négociations dormantes et rendit clair à chaque personne sérieuse dans la salle que Whitmore Global n'était pas dans une période de faiblesse de deuil. Elle entrait dans une nouvelle phase. Le soir final, elle retourna seule à sa suite d'hôtel, au-dessus de Manhattan. La ville s'étendait en dessous en grilles brillantes d'or blanc. Les taxis bougeaient comme des étincelles. La rivière tenait des morceaux de la ligne d'horizon dans l'eau sombre. Quelque part en dessous, des millions de vies se heurtaient et se séparaient. Chacune convaincue que son urgence était le centre du monde. Son téléphone sonna. Rebecca, tout est officiellement fermé. L'avocat a dit que les notifications d'exécution finale sont arrivées. Nathan et Scarlett ont été transférés dans leurs installations respectives. Pénalités fiscales et nettoyage d'entreprise sont complets. Aucun fil légal ouvert ne reste qui requiert ton attention. Evelyne expira lentement. Pas de soulagement. Exactement. Achèvement. Merci. Rebecca. Pour tout. De rien. Arthur veut aussi confirmer Dubaï le mois prochain et la visite du site au Kenya après ça. Garde les deux. Dis-lui que le prochain chapitre de Whitmore ne sera pas écrit depuis derrière un bureau. Après l'appel, Evelyne posa le téléphone et se tint pieds nus à la fenêtre. Autrefois elle avait cru que la meilleure vie qu'elle pouvait choisir était une vie calme aux côtés d'un homme construisant son rêve. Elle ne regrettait pas de l'avoir voulu. Vouloir de la tendresse n'avait jamais été l'erreur. L'erreur avait été d'offrir de la tendresse à quelqu'un qui pensait qu'elle la rendait impuissante. Nathan Cole n'était plus une blessure. Il était un dossier fermé. Une note de bas de page cautionnaire dans l'histoire d'une femme qui avait appris trop tard. Puis agit juste à temps. Margaret était partie mais pas absente. Elle était dans la montre au poignet d'Evelyne, dans les clauses qui avaient sauvé l'entreprise. Dans la discipline qui avait transformé le chagrin en stratégie, dans la voix qui disait encore « Ne te rends pas petite ». Evelyne regarda par-dessus New York, la ville étincelant d'appétit et de possibilités. Sa vie n'avait pas fini dans un hall scellé, un couloir d'hôpital ou une salle d'audience. Elle avait recommencé là, et cette fois elle ne vivrait pas comme l'ombre de quiconque. Elle était Evelyne Whitmore, fille de Margaret Whitmore, présidente de Whitmore Global.
Pas une épouse trahie attendant des excuses. Pas une héritière cachée demandant la permission de se tenir en son propre nom. Le monde dehors du verre était vaste, difficile et brillant. Enfin il était à elle.